Cette nuit de 2025, je m'en souviens dans les moindres détails, comme si elle était gravée dans la pierre. Je n'étais qu'une jeune archiviste envoyée en échange au département fermé du Vatican, celui-là même qui faisait l'objet d'une légende. Je n'aurais jamais imaginé que ma fascination pour les manuscrits anciens se transformerait en cauchemar et en la sensation d'yeux froids et inhumains m'observant dans la pénombre des couloirs des archives. Les couloirs menant aux voûtes secrètes étaient bordés de dalles lisses gris foncé. Certains murs étaient recouverts de fresques anciennes, craquelées par le temps. Les lampes, situées sous les voûtes, vacillaient de temps à autre, comme si elles s'efforçaient de maintenir les flammes allumées. Alors que je me dirigeais vers mon nouveau lieu de travail, mon cœur battait plus vite que je ne l'aurais voulu. Les gens autour de moi parlaient à voix basse, baissant le regard comme s'ils n'osaient pas regarder un étranger en face. Il me semblait que l'obscurité de ces voûtes s'épaississait de minute en minute, faisant naître en moi une peur moite. En descendant l'escalier en colimaçon, je me suis retrouvé dans le département où étaient conservés les documents les plus rares des procès historiques de l'Église et des enquêtes de l'Inquisition. On m'avait prévenu que cet endroit contenait des manuscrits accessibles uniquement à un cercle étroit d'initiés. Je m'estimais chanceux, car c'était le rêve de beaucoup de toucher de tels documents. Mais l'atmosphère ne me permettait pas de me réjouir. Il y avait une sorte de courant d'air dans lequel on entendait des chuchotements inintelligibles. Il y avait des parchemins sur les étagères qui sentaient la poussière ancienne et quelque chose d'autre, quelque chose d'insaisissable, presque répugnant. Je m'installai confortablement à une modeste table en bois recouverte d'un tissu vert. On m'a remis les clés d'un coffre-fort où étaient conservées des archives particulièrement précieuses. Parmi ces documents, il s'est avéré qu'il y avait les rapports des tribunaux de l'Inquisition, les registres des anciennes sectes hérétiques, tout ce que le Vatican préférait ne pas montrer. Mon travail consistait à organiser ces documents, à les numériser et à rechercher les documents d'enquête perdus. J'ai passé les premières semaines à trier les parchemins, à transcrire méticuleusement les anciens écrits gothiques sous une forme numérique familière. Mais mon agitation intérieure ne s'est jamais relâchée, comme si quelqu'un m'observait de derrière les étagères. De temps en temps, quand je levais les yeux, je voyais une ombre se dessiner dans le couloir, mais quand je clignais des yeux, il n'y avait personne. Le personnel chargé des autres parties des archives me regardait comme si j'étais une nuisance. Il y avait peu d'amabilité, mais plutôt une froide méfiance. J'ai essayé de me justifier en disant que c'était de la jalousie à l'égard du nouveau venu, à qui l'on confiait de telles raretés. Mais quelque chose en moi me disait que ce n'était pas seulement cela. Un soir, en fouillant dans des piles de manuscrits, je suis tombé sur une enveloppe délabrée. Le sceau était brisé, mais dans le coin supérieur de l'enveloppe se trouvait une note, hautement dangereux pour la divulgation. Cela m'a fait l'effet d'un électrochoc. Je savais que tomber sur de telles inscriptions était le signe certain d'un document classifié qui ne pouvait être touché sans une habilitation de sécurité de haut niveau. Mais la curiosité était plus forte. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvaient plusieurs feuilles de papier, écrites en vieux français, et un petit journal intime, taché et délavé. Sur la page de titre du journal, on peut lire le nom. Père Gilbeau, inquisiteur. La date est celle du début du XVe siècle. Juste en dessous, une inscription, probablement faite par un autre archiviste bien plus tard, relatif à l'affaire Jeanne d'Arc, contenant des références à un rite inconnu des chroniques de précédentes. J'ai eu froid dans le dos. L'histoire du procès de Jeanne était connue du monde entier, mais ici, à en juger par les notes, quelque chose de nouveau, peut-être macabre, était caché.
Après avoir parcouru des yeux les premières lignes, je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'un enregistrement codé de l'inquisiteur décrivant les événements entourant l'exécution sur le bûcher. Il avait remplacé certaines lettres par des symboles, probablement pour les cacher aux yeux des autres. Je n'ai pas pu m'en détacher. J'ai senti la peur et l'excitation m'envahir. Je n'ai même pas remarqué qu'il était tard dans la soirée et que les couloirs étaient vides. Il n'y avait que moi et la petite lumière de la lampe, découpant les pages dans l'obscurité, respirant la magie ancienne. J'étais assise seule, feuilletant le journal, écoutant le crépitement de l'électricité dans la lampe, tandis que dans les profondeurs du couloir voûté, quelqu'un semblait glisser prudemment, observant chacun de mes mouvements. Un frisson chuchoté me fit me retourner, mais j'étais déjà pris par le mystère du manuscrit. Je ne savais pas que je m'engageais sur un chemin qui mènerait à des découvertes, susceptibles de bouleverser les notions de sainteté et d'hérésie. J'ai commencé par essayer de traduire les fragments cryptés. Le code lui-même n'était pas très compliqué, typique des codes médiévaux de l'Inquisition, où certains mots étaient en remplacés par des abréviations latines et où certaines lettres étaient réarrangées. Mais il y avait des marques obscures qui ressemblaient à des boucles de serpents ou à des écailles. Elles étaient répétées régulièrement, ce qui semblait inhabituel, comme si l'auteur avait voulu transmettre un sens caché. J'ai passé des nuits entières à déchiffrer ce texte. Lorsque les phrases individuelles ont enfin commencé à former un texte significatif, les poils de ma nuque se sont dressés. L'inquisiteur Gilbeau décrivait la scène de l'exécution de Jeanne d'Arc, et pas du point de vue des registres ecclésiastiques canoniques. Il affirmait qu'après que le corps eût été brûlé, les cendres n'avaient pas été dispersées par le vent, mais rassemblées en un motif qui ressemblait à une peau écaillée. En frissonnant, j'ai essayé d'absorber ces lignes. Les cendres formaient des fragments, imbriqués comme des écailles, luisant d'une faible lumière verte. Ce n'était pas une simple sorcière. Ce sont les mots horribles que l'inquisiteur prononçait. J'ai envie de jeter ces feuilles et de partir, mais quelque chose m'en empêche. Je veux aller au fond des choses. L'inquisiteur prétendait que Jeanne aurait appartenu à un ancien culte de reptiloïdes, comme il l'appelait, ou, plus précisément, il mentionnait l'expression latine « reptilia sacra ». Le mot « reptiloïde » n'a pas été utilisé exactement de cette façon, mais il a été traduit de manière similaire. Il décrivait des allusions à des serpents humains capables de se cacher sous une apparence humaine. Une absurdité étrange, mais c'était écrit sur un ton si effrayant que je l'ai cru. L'auteur croyait ce qu'il disait. J'ai rapidement noté, vérifié les sources médiévales sur les cultes aux cas de reptiles. Il est douteux que l'Église officielle ait conservé de tels documents, mais en secret, qui sait ce que le Vatican cachait. Plus étrange encore, Jeanne, célébrée comme une héroïne, ressemblait dans l'esprit de l'inquisiteur à une créature envoyée par des forces inconnues. Sa mort sur le bûcher, écrit Gilbeau, n'était que le dernier rituel pour révéler sa vraie nature. À l'aube, je sortis des archives, fatigué, les yeux brûlants. Dans le couloir, une femme en robe sombre, l'une des gardiennes, m'attendait. Elle m'a demandé d'un ton sévère. « Tu n'es pas un peu en retard ? Vous n'êtes pas un peu en retard, ce n'est pas la règle, ici. » Il y avait une menace cachée dans son regard. Je me suis excusé en cachant les papiers dans mon dos, mais elle a semblé remarquer le titre de la couverture. Gilbeau, l'interrogatoire de la sorcière. Ses lèvres se sont serrées un instant, puis elle s'est détournée brusquement et a disparu. Je frémis, j'étais allé là où je n'aurais pas dû aller. Le lendemain, j'ai essayé de garder mon sang-froid. Pourtant, de temps en temps, je croisais le regard du personnel dans mon dos. D'étranges détails s'accumulaient, des rumeurs circulaient dans les archives, selon lesquelles on
conseillait, à ceux qui s'intéressaient lui trop au procès de Jeanne de changer de sujet ou de partir. Et ce n'était pas une coïncidence. Je ressentais une pression presque palpable. Personne ne semblait menacé à voix haute, mais chaque ombre sur le mur, chaque pas grondant au coin de la rue m'effrayait. Le soir, lorsque je me suis rendu dans la partie latérale où se trouvaient bas les classeurs spéciaux, j'ai remarqué que l'une des portes était entr'ouverte. Derrière, il y avait un vide inquiétant, mais l'air était froid, comme si un souffle glacé s'en échappait. Je m'approchais doucement, m'attendant à voir un garde, mais il n'y avait personne à l'intérieur. Il n'y avait que de longs rayonnages d'armoires métalliques. Le sol était recouvert d'une épaisse couche de poussière, comme si l'endroit n'avait pas été visité depuis longtemps. Pourtant, j'entendais des bruits de pas, lointains, qui s'enfonçaient dans les profondeurs, puis un craquement qui ressemblait à un sifflement. Il me sembla que pendant un instant, 2 reflets verdâtres clignotaient prônés dans le coin le plus éloigné, comme une paire d'yeux inhumains. J'ai fermé les yeux et secoué la tête, sûrement le surmenage et les jeux de lumière. Lorsque j'ai ouvert les yeux, tout avait disparu, ne laissant qu'un silence inquiétant. J'ai compris que mon imagination me jouait des tours, mais je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment brûlant dans mon cœur, que quelque chose qui n'était pas humain m'observait. Pour me distraire, j'ai décidé d'approfondir le déchiffrage du journal de l'inquisiteur Gilbeau. Découvrant le texte dans un coin isolé des archives, je me plongeai dans les lignes, qui me firent de plus en plus froid dans le dos. Il mentionne que lorsque cette femme, Jeanne évidemment, a été brûlée, c'est comme si sa chair avait résisté au feu. Les flammes piquaient, mais elle ne criait pas, se contentant de fixer la foule d'un regard figé où se lisait un effrayant mélange de douleur et de mépris. L'inquisiteur vit ses lèvres s'entr'ouvrir, mais sa voix était différente, plus grave, sifflante. Et avant de mourir, elle a prononcé des mots que l'auteur n'a pas pu retranscrire, mot pour mot, car il tremblait de peur. Il en a cependant donné une approximation en latin. Tuci, reptilia vivent, multiplicantur in umbris. Traduction. Tu sauras que les reptiles vivent et se multiplient dans l'obscurité. Ces mots m'ont brûlé, même si je n'ai fait que les lire à travers les âges. Gilbeau affirme que lorsque le corps s'est transformé en squelette carbonisé, un étrange motif de cendre s'est formé autour du feu, avec des fissures qui ressemblent exactement à une structure écailleuse, comme si l'empreinte de la peau d'un serpent avait été laissée derrière. La foule des spectateurs était horrifiée et beaucoup se sont précipités pour fuir. Mais les autorités ecclésiastiques ordonnent que les restes soient rapidement dispersés afin de ne pas provoquer de panique. L'inquisiteur écrit qu'il s'est personnellement tenu près du bûcher après l'exécution, qu'il a vu les traces de serpents et qu'il a senti l'odeur sulfureuse qui régnait dans l'air. Il soupçonne que Jeanne n'était pas une simple villageoise, mais qu'elle était membre d'un culte secret de « nez sous la peau » associé à d'anciennes croyances pré-chrétiennes. Cette idée le laissa pantois et il tenta d'obtenir une audience auprès des plus hautes autorités ecclésiastiques pour leur faire part de sa découverte. Mais, dit-il, on l'a regardé comme un fou, ou on lui a dit de se taire pour le « salut des âmes ». Je n'ai pas pu dire si l'inquisiteur pensait vraiment que Jeanne d'Arc était un reptile, ou s'il parlait d'une sorte de symbole magique. Mais le journal contenait un ajout qui me glaçait les mains. Il racontait une vision qu'il avait visitée pendant la nuit. Dans ce rêve, Jeanne ne lui apparaissait pas dans une robe brûlante, mais nue, avec une peau gris-vert couverte de motifs. Ses yeux brillaient d'un éclat orangé. Elle murmurait que la véritable armée, n'avait pas encore été révélée, et que le bûcher avait libéré son essence. Plus j'avançais dans ma lecture, plus l'atmosphère étouffante des archives m'oppressait. C'était comme si l'air de ces couloirs était devenu dense, saturé d'un mystère qui ne me lâchait pas d'une semelle.
La nuit, alors que je m'apprêtais à quitter le sous-sol, j'ai senti à nouveau ce même bruissement étrange derrière moi, comme si quelqu'un glissait sur le sol en pierre. En me retournant, j'ai failli crier, j'ai cru voir l'ombre d'un serpent sur le mur à la lueur de la faible lampe. Mais dès que j'ai cligné des yeux, l'ombre a disparu et seule la lueur vacillante de la lampe est restée. J'ai commencé à penser que j'étais en train de devenir fou, mais je me suis souvenu que j'avais remarqué la silhouette glissante et l'étrange sifflement. Soit un membre inconnu du personnel m'intimidait, soit j'étais simplement victime des forces d'un autre monde dont l'inquisiteur avait parlé. Le désir de découvrir la vérité m'a empêché d'abandonner ces documents. Je sentais que si je ne finissais pas la traduction, le mystère resterait suspendu à ma vie. Le lendemain, j'ai décidé de faire quelque chose d'audacieux, chercher des documents supplémentaires sur ce même culte des reptiliens, ou, plus exactement, des gardiens de serpents, dans des dossiers non triés. Les archives étaient un immense labyrinthe. Les rayonnages s'étendaient sur des centaines de mètres, et certains dossiers n'étaient limite pas signés parce qu'on disait qu'ils contenaient des documents trop dangereux pour les yeux de l'Église. Vers midi, alors que les gens sont occupés à leur routine, je me dirige vers la section étiquetée « Documents obscurs ». Là, sous verre, j'ai vu plusieurs chemises avec des notes qui parlaient gaument de choses qui n'avaient jamais été publiées. Entre autres, je suis tombé sur du latin. Cultus serpentinus, culte du serpent. J'ai eu froid dans le dos. Il s'agissait peut-être de la chose dont Guilbeault parlait. En ouvrant l'un des dossiers, j'ai découvert des dessins, d'étranges figures humaines aux visages allongés, aux yeux étroits, et, pour certaines, aux membres partiellement modifiés qui ressemblaient à des pattes griffues. Les légendes indiquaient qu'il s'agissait de descriptions des hommes serpents que l'on trouve dans les légendes païennes d'Europe. Le texte précisait « Ils sont capables de prendre une forme humaine, mais à feu vif ou à la mort, ils peuvent se débarrasser de cette carapace, révélant des traits reptiliens. D'autres sources affirment qu'ils vivent pendant des siècles, cachés parmi les humains. » Après avoir lu cela, j'ai eu un accès de nausée. Mais ce qui suit est un paragraphe encore plus choquant. On pense que certains saints ou héros du passé étaient des porteurs d'une lignée donnée, entrelacés avec des femmes de la terre pour mélanger la race. Leur service dans ce culte impliquait la protection d'un savoir spécial et la capacité d'influencer l'esprit des fidèles. Je me suis souvenu de l'histoire de Jeanne. Elle était une guerrière, avait une influence incroyable sur les soldats et faisait preuve d'une bravoure presque surnaturelle. Se pourrait-il que l'Église, qui l'avait reconnue comme hérétique, ait eu peur de sa nature inhumaine? Ou bien était-elle une messagère de ces reptiloïdes dont le projet était tout autre? Il était clair que ce raisonnement était plus que rougeoyant. Si l'un des responsables des archives me surprenait avec ces documents, je risquais de perdre non seulement mon travail, mais aussi ma liberté. Le bon sens me disait de laisser tomber, mais c'était comme si tous mes muscles protestaient. Je devais connaître la vérité. Soudain, j'ai entendu des pas derrière l'étagère. Je me suis figé, essayant d'arrêter le tremblement de mes mains. L'archiviste en robe sombre qui m'avait déjà suivi arrivait au coin de la rue. Elle s'approcha silencieusement, jeta un coup d'œil sur moi et sur le dossier, le visage blanc comme de la craie. « Vous n'avez pas le droit, » dit-elle à voix basse. « Fermez-la à clé et sortez avant qu'il ne soit trop tard. » Sa voix s'est éteinte, elle semblait elle-même avoir peur de ses papiers. J'allais parler, mais la femme s'est avancée vers moi et m'a arraché le dossier d'un coup sec. « Vous n'avez aucune idée de ce à quoi vous jouez, » a-t-elle sifflé. « Ce sont des contes de fées sombres, tu ne dois pas les laisser sortir. Tu vas te ruiner et en ruiner beaucoup d'autres. » J'ai vu une véritable terreur dans ses yeux.
comme si elle croyait que les reptiles étaient réels. Lorsque j'ai essayé d'insister, elle a serré le dossier contre sa poitrine, puis s'est retournée et s'est littéralement enfuie, me laissant dans la confusion la plus totale. Bien sûr, ce n'était pas suffisant pour que j'abandonne, mais sa réaction m'a fait réfléchir. Les archives garderont donc déjà ce savoir, de peur qu'il ne soit divulgué. Et l'attention que je porte au cas de Jeanne est une goutte d'eau qui pourrait faire sauter le barrage d'un ancien secret. Je transpirais. Plus je creusais, plus je sentais l'ombre froide au-dessus de moi, prête à s'effondrer. Le soir, je suis resté tard. Il n'y avait pratiquement plus personne dans les archives, seulement 2 gardes à l'étage et un concierge en faction à l'entrée. En mettant mes écouteurs, soi-disant pour écouter les enregistrements, j'ai continué à transcrire la dernière partie du journal de Gilbo. Mon pouls battait la chamade et, dans la pénombre de la lampe, tout me paraissait inquiétant, même ma propre ombre qui glissait le long du mur. La nouvelle partie du texte décrivait comment une réunion secrète s'était tenue sur l'emplacement du bûcher après l'exécution de Jeanne. Certaines personnes de l'Inquisition, écrit Gilbo, étaient vraiment très excitées, discutant des meilleures mesures à prendre, disant qu'elles devraient en partie vérifier d'autres régions de France où les partisans des corps des dieux serpents pourraient se cacher. Gilbo laisse entendre que le sommet de l'Église voulait exterminer tous les adeptes de la secte, conscient qu'ils possédaient de puissantes capacités et qu'ils pouvaient représenter une menace pour l'ordre établi. Mais les lignes suivantes m'ont donné un frisson particulier. J'ai vu que ces cendres, les mêmes que celles pliées en écailles, n'étaient pas complètement dispersées. On en a recueilli une partie dans une urne, en disant qu'elle serait cachée dans un endroit sûr pour que personne ne ressuscite ce pouvoir. Et Gilbo de se plaindre qu'il n'a pas été autorisé à voir cette urne, que les autorités ont décidé de taire toute nouvelle pour que les gens ne sachent pas ce qu'il en est. Ces mots m'ont fait froid dans le dos. Ainsi, quelque part, auraient bien pu être stockées les cendres mêmes, avec peut-être des propriétés surnaturelles. Était-ce vrai ? Peut-être les élucubrations d'un fanat médiéval. Mais imaginez que le Vatican conserve une urne contenant les mystérieuses cendres de Jeanne me donnait la chair de poule, à tel point que j'en frissonnais. J'ai ressenti une étrange lourdeur dans la poitrine, comme si j'avais touché quelque chose d'interdit. Dans le silence des archives, j'ai entendu un bruissement. J'ai levé la tête. Un souffle glacial venait du couloir. J'ai décidé de vérifier qui était là. Je me suis levé, j'ai pris la lanterne et je suis sorti lentement. Le couloir abandonné semblait interminable, chaque ombre prête à se transformer en monstre. La lanterne ne distinguait que des points isolés dans l'obscurité, des murs, des plaques anciennes avec des noms de sections. Soudain, pendant un instant, un mouvement s'est dessiné à la périphérie de ma vision. J'ai ramené la lanterne à cet endroit et j'ai vu quelque chose qui m'a fait battre le cœur. Une silhouette, basse, à 4 pattes, comme si elle serpentait sur le sol. Une peau lisse, d'une teinte verdâtre, et des yeux qui brillaient d'un feu réfléchi. On aurait dit une forme humaine, mais avec les caractéristiques d'un lézard, des membres longs et allongés. La créature siffla, rejeta la tête en arrière. À la lumière de la lanterne, j'ai aperçu le contour des écailles. J'ai reculé d'horreur, j'ai trébuché sur mon propre pied et j'ai failli tomber. La silhouette tressaillit et disparut dans l'obscurité, comme si elle s'était évanouie. Tout s'est passé si vite que je n'étais pas sûr qu'il s'agisse d'un brouillard né d'un esprit surmené. Mais le sentiment d'horreur et de dégoût est resté réel. J'ai eu chaud, puis froid. Et s'il s'agissait d'une de ces créatures reptiliennes dont Gilbo avait parlé à voix basse, lorsque j'ai pu me résoudre à m'approcher de l'endroit où la créature avait flashé, il n'y avait personne. Il n'y avait qu'une longue traînée sur le sol, comme trempée dans une fine bave qui s'évaporait rapidement. Je l'ai touchée avec la torche. Les taches avaient presque disparu, laissant une légère patine grisâtre.
Il ne faisait aucun doute pour moi qu'il ne s'agissait pas d'un simple jeu d'imagination. J'ai respiré frénétiquement. Réalisant que la situation dépassait les limites d'une recherche sereine, j'ai décidé de contacter un ami français, Henri. Il était également archiviste, mais moins lié aux structures de l'Église. J'ai composé son numéro et, haletant de peur, j'ai commencé à lui parler du journal de l'inquisiteur, des références étranges et, surtout, de mes visions dans les couloirs. Henri ne m'a d'abord pas cru. Il m'a conseillé de faire une sieste et d'arrêter de lire seul des manuscrits aussi horribles. Mais lorsque j'ai nommé quelques citations et cité le passage sur les cendres écailleuses, il s'est tu, puis a répondu tranquillement. « Attends, il y a quelques années, j'ai entendu parler d'un manuscrit qui mentionnait les restes de Jeanne, mais personne n'a pu le confirmer. Peut-être es-tu tombé sur un témoignage authentique ? Écoutez, cela pourrait être dangereux. Le Vatican garde jalousement de tels secrets. Je lui ai demandé s'il savait quelque chose sur les reptiles ou sur le mythe selon lequel Jeanne aurait appartenu à un culte secret. Henri m'a répondu qu'il y avait des références dans les bibliothèques parisiennes et à des sanctuaires maudits, censés se transmettre d'une génération à l'autre, mais qu'il n'y avait rien de concret. Il m'a conseillé de quitter le Vatican avant qu'il ne soit trop tard. Sa voix était agitée, comme si, même à travers la liaison téléphonique, il sentait le danger étouffant. Mais mon contrat n'était pas encore finalisé et j'étais encore attiré par la fin de l'histoire. La perspective de partir simplement, d'abandonner le secret, me semblait une trahison de la vérité. De plus, je craignais que si j'essayais de m'échapper, je devienne la cible d'une force, humaine ou non, qui m'empêcherait de faire sortir l'information. Ce soir-là, aux archives, un de mes collègues, un homme de petite taille, au visage fatigué, s'est approché de moi. Il m'a regardé et, tranquillement, presque sans bouger les lèvres, il m'a dit « Ce ne sont pas les gens qui viennent souvent ici, mais ceux qui portent dans la peau des autres. Tu dois te taire. » Avant que je puisse répondre, il s'est détourné et s'est éloigné précipitamment, comme s'il avait peur d'être suivi. Ces mots me confirmèrent que je n'étais pas le seul à avoir vu des figures étranges. Je me suis assis à la table, essayant de me concentrer, mais mes mains tremblent. Je décidai de lire le journal de Gilbo jusqu'au bout, espérant y trouver un indice. Les dernières pages étaient les plus effrayantes. Il se plaignait que dans sa cellule, la nuit, il avait des visions de serpents, ou plutôt d'hommes de serpents, qui lui disaient en sifflant « Tu ne dois pas révéler le secret, sinon la colère s'abattra sur tout le monde. » Gilbo sombre dans la folie. Il écrit qu'il est prêt à avouer l'hérésie pour se débarrasser de ses obsessions. Mais l'Église, au contraire, semble le persuader de se taire. À la toute fin, il mentionne que quelqu'un a réussi à extraire un morceau de cendre écailleuse de l'urne et l'a secrètement transporté dans un monastère dans les montagnes pour y effectuer un rituel de destruction. Mais cela n'a pas fonctionné. Soi-disant, les cendres sont revenues à la vie. La dernière chose que Gilbo a enregistrée est un cri de désespoir. « Ils se font passer pour nous. Ils sont partout. » C'est la fin du journal. J'ai senti mes entrailles se serrer. « Ils se font passer pour nous. Ils sont partout. » Ces mots pouvaient signifier que les créatures pouvaient recopier l'apparence des humains et vivre parmi nous. Plus j'y réfléchissais, plus je soupçonnais le Vatican d'être au courant de cette menace depuis longtemps et de cacher les preuves, que ce soit pour éviter la panique ou pour d'autres raisons. La nuit est arrivée et je n'ai pas pu dormir. Je me suis assise dans la petite pièce qui m'a servi de chambre pendant un moment. Des images de Jeanne en train de brûler, de ses yeux gelés, à travers lesquels quelque chose d'ancien et de froid, sans lien avec les sentiments humains, semblait là traverser ma tête. Dans la pénombre, j'ai vu une ombre tordue dans le coin de la pièce, donnant au mur la forme d'une tête de serpent.
J'ai allumé une bougie, mais cela n'a servi à rien. Je me sentais entouré du regard d'observateurs invisibles. J'ai commencé à entendre des rumeurs selon lesquelles certains membres du personnel des archives avaient été transférés d'urgence pour des raisons de santé, et que de nouveaux visages au sourire figé et au regard vide les remplaçaient. Dès que j'évoquais le cas de Jeanne, ces personnes détournaient le regard ou changèrent de sujet. Ma décision était prise. Je dois découvrir où se trouve cette urne de cendres. Peut-être qu'en la détruisant ou en l'ouvrant, je pourrais confirmer la véracité de la légende. Dans l'un des catalogues, datant du XIXe siècle, j'ai trouvé une référence à un certain artefact JDA, caché sous la rubrique Doctrina Intercepta. Le lieu de stockage est indiqué comme étant le donjon de la section 13, dont l'accès est de réservé aux cardinaux et aux personnes spécialement autorisées. La section 13, c'est une aile des archives dont je n'ai même pas eu le droit de m'approcher. Il y avait des gardes à l'entrée, et tout ce qui se trouvait à l'intérieur était scellé. Mais il n'y avait pas d'autre solution. S'il y avait vraiment une urne que le Vatican n'osait pas montrer au monde, elle pourrait confirmer ou infirmer l'hypothèse cauchemardesque de la nature reptilienne de Jeanne. La nuit suivante, j'ai attendu que le gardien de la section triique soit parti. Peut-être était-il sorti fumer, ou avait-il été distrait par un poste voisin. Je me dirigeais vers la porte qui, étrangement, avait un jeu à peine perceptible. Apparemment, elle n'avait pas été verrouillée. J'ai éclairé le chemin avec une faible torche, le cœur serré de peur, comme si je franchissais une ligne sans retour. À l'intérieur de la section 13, les murs paraissaient plus anciens et plus humides que dans le reste des archives. Sous les pieds, un étroit couloir descendait. Sur les murs, il y avait des inscriptions en relief en latin, certaines recouvertes de cire, comme si quelqu'un avait été effrayé par les mots et avait voulu les cacher. J'avançais pas à pas, en essayant de ne pas faire de bruit. Bientôt, le couloir déboucha sur une porte massive en chêne, avec des plaques de métal. J'ai remarqué un symbole étrange, 2 serpents entrelacés, se mordant par la queue et formant un cercle fermé. Un souvenir tiré des documents m'est revenu à l'esprit. L'anneau maudit des reptiles. Il s'agissait peut-être d'un signe de cette même secte. En vérifiant la poignée de la porte, j'ai senti un léger frémissement. Elle a cédé. Les ténèbres s'ouvrent à l'intérieur, épaisses et impénétrables. La lanterne éclairait une grande pièce qui ressemblait à une crypte. Plafond voûté, tombe en pierre contre les murs. Mais le plus étrange, c'est qu'au centre, sur un socle de pierre, se trouvait une urne, à moitié recouverte d'un dôme de verre. Je m'approchai, sentant l'air se tendre à chacun de mes mouvements. Sous le verre, il y avait une masse gris-noire qui ressemblait à de la cendre, mais elle était parsemée d'étranges traînées écailleuses. Elles scintillaient à la lumière de la lanterne, comme si elles étaient vivantes. Je me suis immédiatement souvenu de ce que Guilbeault avait dit à propos de cette cendre de serpent. C'était donc vrai. L'urne était étrangement froide, et mon doigt, en touchant le verre, s'engourdissait instantanément. Soudain, il me sembla que quelque chose bougeait à l'intérieur. Ou n'était-ce qu'un jeu de lumière? J'avais froid. Peut-être que le « reste » de Jeanne, ou ce qui vivait en elle, contenait encore de l'énergie. Mais je n'ai pas le temps de réfléchir. J'ai décidé de prendre une photo avec mon téléphone pour avoir une preuve. J'ai pris mon appareil photo et pris quelques clichés de l'urne et du hall. À ce moment-là, un léger sifflement s'est fait entendre derrière moi. Je me suis retourné et j'ai failli laisser tomber mon téléphone. 2 personnes se tenaient à quelques pas de moi. Elles me semblaient humaines, mais leurs yeux brillaient d'une faible lueur verdâtre et un sifflement sortait de leur bouche ouverte. Ils étaient vêtus de robes de moine, mais leurs bras semblaient un peu plus longs que d'habitude, et leurs doigts se terminaient par des ongles pointus. L'un d'eux fit un pas vers moi,
et je vis la peau de sa nuque se soulever légèrement, comme si des écailles se cachaient sous une fine pellicule. Ils sont restés silencieux, se contentant de siffler. J'ai essayé de reculer, réalisant qu'il n'y avait nulle part où attendre de l'aide. L'appel à l'aide ne pouvait qu'attirer les gardes habituels, mais qui savait s'ils étaient venus sous le contrôle des créatures. Une ombre noire se glissa derrière moi, et j'entendis un coup lointain, peut-être quelqu'un d'autre entrant dans le hall. Je me rendis compte que j'étais pris en charge. La peur se transforma en une détermination désespérée. Soit je parvenais à percer, soit je restais dans ces voûtes pour toujours, pour faire partie d'un sombre secret. Sans réfléchir, je me suis élancé vers la gauche, dépassant l'un des reptiles, Moine. Il siffla et s'élança vers l'avant, essayant de m'attraper avec sa patte, mais il manqua son coup, ne faisant que m'égratigner l'épaule. La douleur me brûlait, mais l'adrénaline me permettait de tenir le coup. Je sautai par-dessus une pierre tombale basse, me précipitant vers la sortie. J'entendis un bruit étrange derrière moi, comme un grognement déchirant mêlé à un raclement. Je sentis le sol sous mes pieds vibrer légèrement, comme sous l'effet d'une fureur inhumaine. Dans le couloir, j'ai entendu des pas lourds, probablement quelque chose comme ça aussi. Éviter une rencontre avec toute la meute semblait presque impossible, mais l'inattendu se produisit. Quelque part à l'étage, une alarme retentit. Peut-être l'un des gardes avait-il remarqué un mouvement ou un déclenchement. La fine plainte de la sirène résonna dans les voûtes de pierre, se superposant au sifflement de mes poursuivants. Je me suis précipité vers l'avant, mon téléphone à la main, ne lâchant pas les précieuses photos. Lorsque j'ai débouché dans le couloir principal, j'ai aperçu la silhouette du même homme aux yeux verts. Il essayait de me couper la route, sifflant quelque chose, agitant ses bras aux formes anormales. Sans réfléchir, j'ai brandi la torche et, avec toute la force de la peur que je pouvais rassembler, je l'ai frappé au visage. Il poussa un petit cri et recula. Ses yeux brillaient comme ceux d'une bête à la lumière de la lanterne. J'ai sprinté devant lui, glissant sur le sol humide, et je me suis précipité dans les escaliers qui étaient éclairés par la faible lueur de la lampe de secours. Sur les dernières petites marches, un garde en uniforme m'attendait. Il s'est précipité vers moi. « Hé, qu'est-ce qui se passe ici? Qui êtes-vous » Je n'ai pas eu le temps de réfléchir à une réponse. J'ai simplement crié qu'il se passait quelque chose de terrible en bas et qu'il fallait appeler des renforts. Le garde ne semblait pas au courant des secrets surnaturels et me regarda avec méfiance. Mais peut-être que l'alarme et le bruit l'ont incité à ne pas me retenir. J'ai sprinté pour m'éloigner de ce secteur maudit. En remontant vers les étages supérieurs, j'ai compris qu'il était peu probable que l'on me laisse partir aussi facilement. Mais rester au Vatican, c'était me condamner à une rencontre mortelle avec les reptiliens, ou ce qu'ils étaient. En entrant dans le foyer général, j'ai vu quelques personnes agitées qui ne comprenaient même pas la raison de l'alarme. J'ai profité de l'occasion pour me mêler à un groupe de touristes que l'on faisait sortir par la sortie de secours, évidemment pour des raisons de sécurité. Personne n'a remarqué que j'étais parmi eux. Une fois dehors, au milieu des lumières nocturnes, j'ai respiré profondément. Il y avait des fontaines qui éclaboussaient là la place devant le bâtiment, et le luxe des anciens murs derrière moi. Je n'osais pas regarder en arrière. J'avais l'impression que ces silhouettes écailleuses allaient y sortir en courant des portes, prêtes à m'attraper. Mais pour l'instant, elles n'étaient pas apparues. Peut-être étaient-elles effrayées par la foule, ou peut-être avaient-elles peur de faire trop de bruit. J'ai couru dans la rue, plus loin dans la ville. Je ne savais qu'une chose. Je devais m'enfuir au plus vite et tenter de rapporter ma découverte à quelqu'un qui oserait la rendre publique. Mais à l'intérieur de moi se trouvait une prise de conscience. De tels secrets ne se livrent pas facilement, et des ennemis peuvent déjà mettre la main dessus n'importe où. Le souvenir de la silhouette serpentine dans les couloirs
des cendres écailleuses de Jeanne, c'était comme un stigmate laissé dans mon esprit. Je me suis retrouvé dans une pension de famille, bon marché, à la périphérie. J'ai pris une chambre, je l'ai fermée à clé. J'ai écouté le moindre bruissement. Assis sur le lit, j'ai ouvert mon téléphone, les mains tremblantes. Les photos que j'avais prises de l'urne étaient toujours là. Pas trop nettes, mais des cendres discernables avec des paillettes sous le verre. De quoi faire sensation si les gens ne pensaient pas que c'était un faux. Et après tout, je ne croyais pas moi-même à ce que j'avais vécu, mais la douleur des égratignures sur mon épaule et les images horribles qui défilaient devant mes yeux prouvaient que ce qui s'était passé était bien réel. Je n'ai pas beaucoup dormi pendant la nuit, et j'ai cru entendre un bruissement comme celui d'un corps écailleux glissant dans la rue. Le matin, j'ai décidé d'essayer de contacter Henri, peut-être de lui envoyer des copies de la photo et de l'histoire pour qu'il trouve les journalistes. Mais lorsque j'ai composé le numéro du téléphone, quelque chose a sifflé dans le haut-parleur, comme s'il s'agissait d'une interférence. J'ai réussi à capter la voix d'Henri qui m'appelait, mais au bout d'une seconde, la connexion a été coupée. Je ne pouvais pas rappeler. Le réseau avait disparu, bien que les barres de signal soient allumées sur le téléphone. Réalisant que même la connexion était sous leur contrôle, j'ai décidé de fuir l'Italie, de passer la frontière en tant que touriste. J'ai caché le téléphone au plus profond, en emportant tout ce que j'avais. J'ai quitté la maison d'hôte tôt le matin. L'agitation des rues m'a permis de me perdre facilement. Mais dès le prochain carrefour, j'ai senti que 2 hommes me suivaient. Vêtus de longues capes, leurs visages étaient indiscernables, mais la façon dont ils se déplaçaient était celle d'un prédateur. J'ai accéléré le pas, et eux aussi. Bientôt, je devais tourner dans une ruelle étroite. Au fond de moi, je me disais qu'ils m'attendaient peut-être pour me ramener dans l'obscurité des archives. Mais il n'y avait pas d'autre chemin. J'ai tourné au coin de la rue, le cœur battant. Là, parmi les maisons grises, je pouvais sentir l'odeur lourde de l'humidité. J'ai regardé en arrière. 2 hommes en manteau arrivaient au coin de la rue. L'un d'eux semblait boiter légèrement et quelque chose d'écailleux brillait sous sa cape. Un sifflement brûla l'air. J'ai agrippé frénétiquement mon téléphone, la seule chose qui me restait de mes découvertes. 1 seconde, et ils se sont précipités vers l'avant. Je n'avais nulle part où fuir. Un mur vide derrière moi, des silhouettes sombres devant. L'un d'eux a relevé sa manche et j'ai vu des griffes comme des crochets recourbés. Des yeux de serpent me fixaient froidement, comme s'ils évaluaient de la victime. J'ai hurlé de peur, mais les bruits de la ville ont étouffé mon cri. Dans un dernier éclair de terreur, j'ai pensé que le mystère de Jeanne, le secret de ses cendres, la secte des reptiloïdes, tout cela était impossible à garder à l'intérieur. Mon téléphone tomba au sol, volant jusqu'au bord du trottoir. L'obscurité s'empare de ma conscience et de longs bras se referment sur ma gorge. Un sifflement insupportable emplit mon esprit. L'instant d'après, le silence de la ruelle a été rompu par un bref son, puis le silence.